Le 30 octobre 1992, les Anglais tremblent devant leur poste de télévision. La BBC décide de tourner un reportage pour Halloween intitulé Ghost Watch dans une maison hantée. Le programme créera au lendemain de sa sortie un véritable cataclysme sur le Royaume-Uni, avec des chocs post-traumatiques sur le jeune public et bien plus dramatiques encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes sur la chaîne anglaise BBC sur un plateau animé par le présentateur emblématique Michael Parkinson qui consacre une émission spéciale pour Halloween devant des millions de téléspectateurs. Il est accompagné d'une équipe technique pour enquêter sur une maison hantée. Sarah Green, présentatrice sur la chaîne et épouse de Mike Smith, Smithy pour les intimes, également présent lors de l'émission, sera missionnée en qualité de reporter où elle devra enquêter et se rendre sur place dans la maison habitée par Pam Hurley et ses deux petites filles, Suzanne et Kim. Sarah Green nous fait la présentation des techniciens, on se croirait dans le film Poltergeist. La mise en scène à peine démarrée est plutôt réussie et immersive. Sarah pénètre dans la maison et va faire connaissance des trois protagonistes. L'ambiance est bon enfant, les deux gamines font des jeux d'Halloween. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de pomme. Craig, un des animateurs, se planque et fait peur à Sarah. Ça installe l'ambiance comme dans n'importe quel film d'horreur où on essaye pendant les premiers instants de tourner la situation ridicule, classique. La maman et les filles nous racontent qu'elles vivent un enfer depuis un petit moment, de la vaisselle qui se brise, des taches qui apparaissent sur les vêtements, des odeurs fétides émanant des robinets, des bruits inexpliqués. Elles ne se sentent plus en sécurité chez elles. C'est le 28 décembre 1991 que les deux fillettes entendront des bruits de pas pour la première fois. Pam, la maman, tentera de calmer la situation en disant que c'est simplement la tuyauterie qui fait ce raffut. Dès lors, quand Kimmy entendra des bruits, elle dira que c'est Pipes qui se manifeste. Pipes, qui veut bien sûr dire tuyau en anglais. Kim est persuadé que ce dernier vit dans l'atelier sous l'escalier et livre à Sarah une description physique de l'entité qu'elle dit avoir vue. Et en parlant de dessin, Pam va découvrir des croquis inquiétants dans le cahier de Suzanne, l'aînée, qui démentira les avoir faits. Pendant ce temps, sur le plateau, Smithy, qui joue les standardistes, va nous informer que 8 ou 9 personnes ont vu quelque chose d'anormal. On nous explique que ça s'apparente plus à de la pareidolie, comme disent les chasseurs de fantômes. La pareidolie est une illusion d'optique, comme les nuages qu'on interprète comme des animaux ou des objets. Et pour le moment, d'un point de vue des images captées, c'est la thèse qui sera privilégiée. Pam nous racontera sa plus grosse terreur dans la maison, une nuit où elle faisait de l'administratif. Elle se rendit dans cette fameuse pièce sous l'escalier pour aller chercher du courrier, celle que Kim nous a désignée comme étant l'antre de Pipes, et au moment de remonter, la porte resta bloquée, comme si quelqu'un la poussait de l'extérieur. La famille Hurley ne manquera pas de passer pour des menteuses pathologiques, ne trouvant nul autre moyen que la médiatisation pour crédibiliser leurs dires. Suzanne, la fille aînée, sera soumise au protocole de Ganzfeld. Le protocole de Ganzfeld, c'est quoi ? Eh bien tout simplement c'est une méthode controversée développée dans les années 70 pour étudier les perceptions extrasensorielles. Bien que les premières recherches sur la privation sensorielle aient été menées par le psychologue allemand Wolfgang Metzger dans les années 30, le protocole Ganzfeld a été spécifiquement conçu pour tester des phénomènes tels que la télépathie. Cette méthode consiste à couper le participant de toute stimulation visuelle et auditive afin de déterminer s'il existe des perceptions extrasensorielles sans interférence. Un enregistrement sortira de tout ça. Who are you? What's your name? Jesus Christ, are you joking? Are you dead? Are you in heaven? Suzanne fut également victime pendant son sommeil de griffures au visage et dans la nuque sans que cela ne la réveille. C'est au petit matin seulement qu'elle s'en apercevra. On nous explique, comme dans toute la littérature sur le paranormal et les poltergeists, que si l'entité s'en prend préférentiellement à Suzanne, c'est que cette dernière rentre dans la puberté et aurait donc une perméabilité particulière du fait d'une certaine fragilité émotionnelle corrélée avec les hormones et le passage de l'enfance à l'adolescence. C'est entendu 1000 fois et sera largement repris dans ce genre d'histoire. À ce stade du film, il est temps de faire intervenir la caution sceptique, le docteur Emilio Silvestri.
S'ensuit un échange houleux avec le docteur Pascoe, spécialiste du paranormal. Vous connaissez la stérilité de ce genre de débat, l'un répond à une méthode scientifique, l'autre invoque la parapsychologie, les deux sont irréconciliables, c'est une impasse dès lors où on met de la croyance dans la salade. Craig, le bout en train de l'équipe, va interroger Yvonne et une autre voisine sur des phénomènes qu'elles ont observés, notamment la disparition de Judy, une jeune fille, et la découverte d'un labrador noir atrocement mutilé. Nous découvrirons Arthur Lacey, médium le week-end, qui tentera de chasser l'entité néfaste de Fox Hill Drive, la maison des Hurley. Le retour d'expérience ne sera pas des plus agréables, il se sentira mal pendant une semaine. De retour chez Pam et les filles, Sarah découvrira une tache sur le tapis du salon, elle en fera un prélèvement afin de découvrir si c'est juste de l'eau du robinet. Et on n'en saura pas plus. On rentre désormais dans le vif du sujet, Sarah et son équipe entendent des bruits à l'étage et se précipitent afin de voir ce qu'il se passe et découvrent que les bruits viennent de la cloison d'une des chambres, puis du placard. Des bruits de plus en plus forts vont retentir et réveiller les filles qui vont se mettre à hurler. Sarah va remonter avec son équipe et poursuivre l'enquête. Ils feront une découverte déconcertante mais prévisible. Ok. Come on. Kimmy. Suzanne, are you okay? You alright? Come on. It wasn't me! It doesn't matter! It doesn't matter! Suzanne est à l'origine des bruits. L'enquête tourne au canular et pourtant la petite a l'air terrorisée et ne sait pas expliquer ce qui lui arrive. Ah, vous la sentez la possession ? Pourtant, toujours sur la vidéo d'introduction, on observe que les bruits retentissent alors que les deux jeunes filles sont dans leur lit et que leur mère vient les voir. Curieux. Suzanne avoue avoir fait délibérément du bruit pour attirer l'attention de sa mère, l'enquête pourrait s'achever là, et pourtant... Des événements vont corroborer la thèse de la possession. Nous découvrons Suzanne couverte de plaies au visage, prostrée sur son lit, tandis que Kim hurle pour rentrer en communication avec Pipes. No, we don't. Get it off! I've got to talk to somebody! Kimmy? Who? Kim, who are you talking to? Pipes. Where's Pipes? Here. What does he look like, Kimmy? Like somebody's mum. Suzanne va changer de voix comme dans l'enregistrement qui avait été effectué auparavant. Les deux sœurs semblent être toutes deux possédées, la tension commence à monter et le virage de l'enquête prend un autre tournant que Sarah et son équipe n'avaient pas prévu. Stop it! Stop it, Susie! Suzanne, you're coming with me. Suzanne? You're coming... Suzanne? Listen to me, Susie! Des bruits énormes et des cris de chat retentissent derrière la porte sous l'escalier. Sarah et le perchman décident d'enlever la planche qui bloque la porte et de l'ouvrir. Smithy, l'époux de Sarah, est tendu. Le docteur Pascoe et Michael Parkinson également. Ils continuent de recevoir des appels, mais n'emmènent pas large. Pipes s'appellerait Raymond Tunstall et serait le neveu du couple Sellars, d'anciens propriétaires qui l'auraient hébergé, et serait un individu ayant des troubles psychiatriques, selon les dires du témoin qui travaillait pour lui comme assistant social. Il profita de l'absence des Sellars pour se donner la mort dans cette mystérieuse pièce sous l'escalier. Le couple ne le découvrira qu'en rentrant 12 jours après, son visage fut dévoré par des chats, c'est la raison pour laquelle Kim le décrit comme un homme sans tête. Nous revenons sur le plateau et découvrons sur les caméras de Fox Hill Drive que le calme et la quiétude semblent être revenus, mais pas pour longtemps. Tout ceci n'est qu'une vaste farce orchestrée par Michael Parkinson et toute l'équipe pour fêter Halloween 92 de la manière la plus flippante qu'il soit. Et ce fut une réussite, ou plutôt un désastre en réalité. 11 millions de téléspectateurs étaient présents ce soir-là, les yeux rivés sur le poste de télévision, pensant regarder un divertissement pour cette soirée du 30 octobre. Il n'en est rien. Les Anglais sont tombés sur des farceurs de grande volée, et quelle volée ils ont pu prendre. Ghostwatch est un film de A à Z réalisé par Stephen Volk, réalisateur de films d'horreur, évidemment crédité seulement à la fin pour ne pas éveiller les soupçons des cinéphiles. On lui doit des films comme Gothic, The Kiss,
The Guardian ou plus récemment My Haunted House. Il compilera également un making-of de Ghostwatch Behind the Curtains, qui contient des scènes coupées et une fin alternative. Seul Michael Parkinson sera crédité au début de l'émission. Ce film est librement inspiré de cette fameuse affaire du Cadenfield, une histoire qui défraya la chronique en Angleterre également en 1977, où les deux sœurs Janet et Margaret Hodgson furent victimes d'un poltergeist. Les faits relatés en ont fait une affaire spectaculaire qui inspira le film Conjuring 2 de James Wan. Une série signée Guy Lyon Playfair vit le jour en 2015, ainsi qu'un documentaire en 2023. Pour autant, les téléspectateurs n'y ont vu que du feu, tant la tension plane tout le long de cette émission spéciale. Ce fut un scandale dans tout le Royaume-Uni. La BBC s'est fait taper sur les doigts, un jeune homme un peu fragile s'est malheureusement ôté la vie suite au visionnage de l'émission selon sa mère, et ça n'a rien d'un canular pour le coup. 34 plaintes ont été déposées et l'équipe de production de l'émission dut s'excuser. Le British Medical Journal publie un rapport dans lequel 2 cas de stress post-traumatique chez des enfants de 10 ans ont été signalés, et ça ce sont seulement les cas recensés, en réalité il y en aurait eu bien plus. Le film ne sera jamais rediffusé sur la chaîne, à n'en pas douter qu'à l'époque, des VHS ont dû circuler sous le manteau. Ghostwatch fut une réussite, tout le monde tient son rôle à merveille. Il faut imaginer quand même que nous sommes en 1992, 3 mois avant chez nous c'était le début de l'émission Mystère sur TF1, le docu-fiction monté un peu comme un fan footage sur des phénomènes paranormaux n'était pas monnaie courante, pas d'accès internet pour le grand public, donc aucun moyen de se monter le bourrichon avec des théories, c'est fake, c'est pas fake. Évidemment qu'il y avait des sceptiques parmi les téléspectateurs, mais globalement l'angoisse fut collective et nous sommes 7 ans avant la sortie du projet Blair Witch et pourtant tous les codes sont présents. Les mouvements de caméra anarchiques, les coupures brutales, les indications temporelles, tout ce qui montre qu'on est dans le film amateur et dans l'instant présent. C'est remarquable et ça fait de ce film un classique oublié, globalement bien foutu, à recommander aux amateurs du genre. À visionner toutefois en essayant de trouver les apparitions de Pipes tout le long de l'enquête. Des petits malins sur YouTube en ont fait des compilations pour celles et ceux que ça intéresse.